toutes et à tous et bienvenue à ce premier Global Industry Connect. Alors, nous sommes le dernier jour et puis voici le dernier webinaire, le meilleur, diront les spécialistes, surtout nos derniers participants. Alors, normal, quelque part, nous l'avons dédié au trophée de Global Industry et ce sont les gagnants 2020 qui vont prendre la parole à tour de rôle. Dans un instant, c'est Jean-Patrick Blin d'AB3C qui va nous parler de ces trophées et de l'importance qu'ils représentent pour la profession. Puis suivront 8 pitchs de 3 minutes chacun qui présentent une nouveauté, un produit, un service, une solution assez disparate, vous allez voir, mais très intéressante. Avant de démarrer, un mot sur les outils mis à votre disposition pour optimiser votre expérience sur le webinaire. Sous la vidéo, vous avez le nom des intervenants et des entreprises. En vous connectant sur MyJ Connect, il y a un petit tuto qui vous permet de vous connecter. Vous avez accès au planning de rendez-vous pour prolonger les échanges. Vous pouvez également agir sur le chat, poser des questions et répondre au sondage. On y va, on avance. Jean-Patrick, je vous passe la parole. On commence tout de suite sur 2 minutes pour nous présenter un petit peu ces trophées. À vous de nous mettre, j'allais dire, l'eau à la bouche. Bonjour, bonjour à tous. On va tout de suite commencer dans le dur avec les awards. Donc, les awards ont été créés dans le cadre du salon Global Industry en 2018 et ils sont répartis aujourd'hui en 6 catégories qui couvrent un peu en fait l'ensemble de l'offre qu'on a sur le salon. Donc, les 6 prix sont réunis sous les appellations suivantes. Donc, on a performance productive qui est plus axée bien sûr sur la productivité des entreprises. Un, sur la nouvelle technologie. Donc, les nouvelles technologies, un petit peu, c'est toutes ces technos qui apparaissent chaque année et qu'on a envie de mettre en avant à travers ces awards. Réussite collaborative qui met en avant deux partenaires qui travaillent ensemble autour d'un projet. Donc, ça peut être client-fournisseur, ça peut être un bureau d'études également avec un des exposants de Global Industry. Réalisation exemplaire, où là, c'est une catégorie qui zoome uniquement sur la réalisation d'un produit. Solution responsable, comme son nom l'indique, en fait, on est dans l'éco-responsabilité dédiée à l'industrie. Et mutation numérique sur ces évolutions, en fait, de notre univers vers un univers de plus en plus numérique et comment les entreprises travaillent dedans. 3 prix spéciaux, le prix des startups, le prix de la transition énergétique pour la première fois cette année et un prix aussi industrie au féminin qui récompense une chef d'entreprise ou une leader dans son univers dans lequel il travaille. 3, le principe très vite, c'est d'abord l'ensemble des exposants de Global Industry sont automatiquement, quand ils présentent une nouveauté, sélectionnés comme candidats aux awards. Un préjury sélectionne les finalistes. Notre particularité, c'est un oral de présentation de la nouveauté devant un jury de 20 personnalités, des industriels et également des journalistes de la presse spécialisée. Et on va d'ailleurs découvrir en fait ces lauréats 2020 tout de suite. Et enfin, la remise des prix d'habitude, quand on peut, c'est pendant une grande soirée. Et là, cette année, ça sera sans doute dans une grande réunion. On va pouvoir se retrouver à nouveau en fin d'année. Et on va tout de suite découvrir un peu ces awards qui sont vraiment la crème de la nouveauté et de l'innovation du salon Global Industry. Merci Jean-Patrick. Une petite question, la QV 2020 alors par rapport aux précédentes. Alors la QV 2020, en fait, elle a vécu sur une nouvelle une innovation qui est la mutation numérique. Et on a vraiment des lauréats qui ont joué le jeu parce qu'ils ont accepté ces conditions vraiment particulières. Donc, pour la première fois, on a annoncé de façon virtuelle les 6 lauréats. Ils ont le moyen d'être présents et de communiquer sur leurs nouveautés depuis le mois de mai déjà. Et on peut retrouver toutes les vidéos de présentation donc, qui vont aller complémentairement à ce qui va être présenté maintenant directement sur le site Global Industry. Merci. Je vais passer la parole à Philippe Desfrucia qui nous présente alors un outil à alaiser. Je suis assez impatient de voir ce que l'alésage technique plutôt ancienne peut nous réserver quelque part de nouveau. Je passe la parole. Bonjour à tous, je suis Philippe Desfrucia de la société Boulan DPM et je vais vous présenter la tête à alaiser 100% automatique de chez notre partenaire Big Kaiser. Alors, un petit mot sur la société Boulan DPM. Nous sommes une société basée à Paris, nous sommes 17 et nous sommes importateurs exclusifs de 5 marques prestigieuses autour de l'accessoire machine-outil.
L'ADN de l'entreprise, c'est vraiment l'engagement auprès des clients sur justement le gain de productivité. Et c'est dans cette catégorie performance productive que notre nouveau produit, le WA de chez Kaiser, a remporté le award et nous en sommes très fiers. Voilà. Alors, le WA, justement, c'est une tête à alésé qui est 100% automatique. Elle dispose d'un moteur, elle est intelligente, vous allez le voir. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est les 70 ans d'expérience de notre partenaire Kaiser qui voulait vraiment diminuer, supprimer le risque d'erreur de l'opération d'alésage. L'opération d'alésage qui est l'une des dernières opérations en alésage et donc qui est une opération à très forte valeur ajoutée. Voilà, d'où l'idée de sortir un produit automatique complètement sécure pour le client et garantir un alésage. Alors, comment ça marche? Donc, cette tête à alésé, elle contient à l'intérieur un moteur électrique qui est alimenté par une pile, une batterie. Cette tête, elle est connectée en Bluetooth à l'ACN et elle vient s'intégrer naturellement dans le programme d'usinage. Avec une seule tête à alésé, on peut réaliser la plage de 68 à 92 mm. Je le répète parce que c'est important, avec un seul outil, on peut réaliser tous les alésages de 68 à 92 mm. Au niveau de l'interface et de la connexion, en fait, comment ça se passe? Eh bien, cette tête, elle parle avec le palpeur de contrôle de la machine, elle est connectée, que ce soit un Bloom ou un Renishaw qui sont les palpeurs de contrôle les plus connus. Et en fonction du relevé du palpeur sur la machine, cette information va aller à l'ACN et l'ACN va ajuster, va demander à la tête de s'ajuster automatiquement via son moteur pour se retrouver au milieu de l'intervalle de la tolérance. Ça, c'est la fonction principale de la tête. Mais à ça, on a ajouté aussi un capteur électrique, un accéléromètre exactement, qui en fait permet de détecter les vibrations au cours de l'alésage. Et lorsqu'une plaquette est usée ou émoussée, les vibrations augmentent et grâce à ce capteur, l'information remonte à l'ACN et automatiquement, les conditions de coupe sont adaptées, réduites pour sauvegarder l'état de surface. Au final, en fait, on garantit que l'état de surface de l'alésage sera OK et on a un alésage qui est réussi. Voilà la tête 100% automatique de Big Kaiser. Merci beaucoup, j'avoue, je suis assez impressionné. Ça ne m'étonne pas que vous ayez un award avec ça. Alors, la précision, vous avez expliqué qu'elle était gérée, que tout allait bien. Par rapport à un alésoir classique, vous arrivez au même ratio, strictement au même? Alors, la précision chez Big Kaiser, elle est toujours dans le micron, dans 2 microns exactement. Voilà. Donc, le WA, c'est 10 ans de recherche auprès des ingénieurs. Et Dieu sait qu'il a fallu déterminer plein de sujets comme l'étanchéité, la répétitivité. Et bon, Kaiser a 70 ans d'expérience dans la tête à alésé. Cette tête à alésé, aujourd'hui, elle a été testée, retestée et elle est vraiment prête pour le marché avec une précision de 2 microns. Et si on va être rapide, parce que je n'ai pas bien compris, en fait, oui. La tête à alésé, elle fait son travail, le capteur, il vient donc après. Donc, ça veut dire qu'elle fait plusieurs passes ou vous n'avez pas le capteur en parallèle? La tête à alésé, elle va faire une première approche qu'on appelle la semi-finition. Le capteur de palpeur de contrôle va venir contrôler la cote et en fonction de la cote… Pour la finition. Voilà. Et ça peut faire une boucle si jamais la cote n'est pas encore assez bonne. Super, bravo. Je passe maintenant à la deuxième présentation, celle de Nikos Christopoulos, où vous allez nous parler de pas de machine, de maintenance prédictive ou prévisionnelle, comme diraient certains. Je vous passe la parole. Oui, bonjour, merci. Je suis Nikos Christopoulos, le CEO de Wavely. Donc Wavely, c'est une start-up française créée en 2017 et aujourd'hui, on est une vingtaine de collaborateurs. Et effectivement, je vais vous parler, je vais plus parler peut-être de santé des machines, la santé des machines industrielles, car comme pour les humains en fait, qui vont chez le docteur quand on est malade, les machines c'est un petit peu pareil. Avant de vraiment tomber en panne, il y a des signes avant-coureurs. Elles toussent par exemple, et quand elles toussent, nous on les écoute et on est capable de dire qu'est-ce qui va pas. Voilà, vous pouvez passer sur la page d'après, merci. Et donc, chez Wavely, concrètement, on a créé un capteur qui est capable d'écouter les machines en vibratoire, en acoustique, en électromagnétique et en température. Et avec ces 4 entrées, on est capable, grâce à des expertises en machine learning, d'automatiser la reconnaissance des signatures, des anomalies, pour pouvoir dire, attention, il y a un truc qui ne va pas.
Et on est capable du coup de prévenir les utilisateurs en avance de phase, et c'est pour ça qu'on appelle ça de la maintenance prédictive. Donc on a conçu ce capteur pendant une année, il est aujourd'hui sur le marché et on le commercialise à partir de 31 € par mois par capteur. Alors, en moyenne, il en faut 4 par machine, donc ça va de 1 à 4 généralement. Il fonctionne en LoRaWAN et en Bluetooth pour faire remonter les informations. Et donc, comme vous pouvez le voir, il est sur batterie et conçu pour durer jusqu'à 4 ans. Avant de passer sur cette page, je reviens juste une seconde en arrière. Il y a également des différenciants qui sont assez importants par rapport à ce qui existe sur le marché. Donc, le premier différenciant, c'est évidemment le machine learning parce que il y a pas mal de concurrents qui n'utilisent pas de machine learning, mais c'est beaucoup moins précis quand on utilise juste les normes ISO. Ensuite, deuxième gros différenciant, c'est la facilité d'accès. On n'a pas besoin d'être formé, on n'a pas besoin d'être expert. On a une appli sur son smartphone qui permet d'avoir en gros une lecture très facile et un diagnosticage très facile. Et le troisième gros différenciant par rapport à des outils qu'il y a sur le marché, c'est qu'on n'est pas black box. Dans le sens où si vraiment de l'autre côté, il y a un expert qui a besoin de creuser, qui a besoin de faire des analyses, et ben, on lui donne toutes les datas, une transparence totale, et on arrive même à lui mettre en forme dans des rapports assez clairs. Donc voilà, merci. En termes de gains, en fait, il y en a plusieurs. Le gain le plus direct qu'on voit tout de suite, évidemment, c'est le gain de maintenance parce que la maintenance est beaucoup moins coûteuse quand on la fait en amont qu'en aval. Autant en pièces qu'en main-d'œuvre. Mais après, le gain le plus important en termes d'impact chez les industriels, c'est d'éviter la perte de production. Généralement, là, je vais juste donner un exemple chiffré, mais pour une usine qui produit pour environ 300 millions d'euros de chiffre d'affaires chaque année, le minimum de gain qu'elle aura grâce à un outil comme le nôtre, et le nôtre en particulier, on estime 300 000 €. Et en réalité, c'est plus proche entre 1 et 2 millions, la moyenne. Donc voilà, j'ai fini pour ma présentation, si vous avez des questions. Écoutez, aussi intéressant que tout à l'heure, ça veut dire que si j'ai déjà des capteurs vibratoires ou acoustiques, je les remplace. Je suis obligé d'intégrer vos outils complets. Alors, le nôtre, vous le posez sur la machine et il apprend pendant 10 jours et ensuite, effectivement, il remplace le vôtre, celui que vous auriez avant. Alors, il y a très peu de concurrents qui fonctionnent à distance et sur autonomie, mais effectivement, c'est son usage. Et on peut aller jusqu'à combien de capteurs sur une même interface pour gérer un ensemble? Alors, il n'y a pas de limite. On peut imaginer même des machines qui requièrent une centaine de capteurs, un truc hyper particulier, une machine énorme. Donc, notre interface, elle est tout à fait modulable pour accommoder le nombre nécessaire de capteurs par machine. Ok, le prix que vous donniez tout à l'heure, c'était 30… Alors, c'est 31 € par mois par capteur. Ça, c'est un forfait, c'est un forfait mensuel qui comprend tout, parce qu'il y a beaucoup de services derrière. Il y a la maintenance, il y a toutes les mises à jour, parce que l'idée, c'est bien entendu de faire évoluer le produit et la solution pour diagnostiquer de manière encore plus précise. Donc là, aujourd'hui, on identifie les roulements, le défaut de roulement, de graissage, de balourd, d'alignement. Et l'idée, c'est d'ajouter encore plus d'anomalies à identifier et à diagnostiquer. Écoutez, je vous remercie. Bravo aussi pour Ottawa. Je voulais vous remercier effectivement de nous avoir choisi et sélectionné. C'est vraiment un honneur pour nous. Et très fier d'être là. Merci. Merci. Je vais passer la parole à Nicolas Segura. Avec lui, on revient, j'allais dire, aux bases de l'invention, hein, que ce soit pour les industriels ou pour les chantiers. Nicolas, je vous passe la parole. Bonjour, merci beaucoup. Donc, Nicolas Segura, responsable commercial chez Iveco Plastique. Donc, Iveco Plastique est une société spécialisée dans l'injection de pièces plastiques et nous avons dans notre savoir-faire, au-delà de la simple production, les caractéristiques d'aide à la conception, réalisation des outillages et après, tout ce qui concerne la qualité et le suivi des projets. On est 25 personnes, on réalise un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. On dispose de 13 presses à injecter et notre spécificité, c'est le traitement de petites et moyennes séries et notamment l'accompagnement de sociétés naissantes ou de startups qui veulent développer un produit avec au départ des faibles quantités. On les suivra par la suite sur des plus grosses quantités, mais au départ, nous sommes dans la configuration où nous acceptons les petites séries.
Et donc, dans ce cas précis, nous avons soutenu une société alsacienne pour développer le Vertico. Donc, le Vertico, c'est un nouveau produit qui est destiné notamment aux professionnels de la couverture zinc-gris, qu'on retrouvera donc sur les toitures lorsqu'on aura des travaux de réparation, de rénovation ou de création. Et il permettra de ranger les outils du couvreur et de les garder en sécurité sur le toit à un endroit bien déterminé. On évitera donc la fameuse petite pochette qui est accrochée au niveau de la ceinture. Donc, cette innovation, elle est 100% française. Pour avoir toute l'histoire, nous avons été contactés par deux couvreurs zingueurs qui ont décidé à côté de leur entreprise de couverture, de développer ce produit. Et ils ont fait le pari il y a environ 1 an et demi d'arrêter leur activité pour se lancer dans cette aventure et la création du Vertico. Donc, pari fou qui aujourd'hui a porté ses fruits ou va porter ses fruits. On peut passer à la slide dessus. Donc, le Vertico, c'est plusieurs pièces qui vont s'assembler, qui vont permettre donc aux couvreurs zingueurs de sécuriser les outils sur un toit. On peut y mettre la bouteille de gaz, la perceuse, le marteau, la quincaillerie. On peut l'adapter sur toutes les toitures, 30 degrés, 45 degrés. On peut également s'adapter sur différents linteaux grâce à la cale qu'on retrouvera derrière sur le crochet. Et donc aujourd'hui, le projet est rondement bien mené par nos clients et ils ont déjà des contrats d'exclusivité avec des grandes marques françaises et européennes pour la distribution du Vertico qui devrait débuter à partir de cet automne, qui a été retardé à cause de la situation actuelle en France. Voilà. D'accord, écoutez, je vous remercie, c'est super intéressant. Ça veut dire que ce que vous présentez, ce n'est pas le produit Vertico, mais c'est vraiment votre savoir-faire et votre bureau d'études, il est en interne, en fait, vous faites tout, quoi. Oui, on a un petit bureau d'études, on présente le Vertico, bien sûr, parce que c'est le produit phare, mais par ce produit-là, on va montrer la capacité de notre entreprise à suivre nos clients, à les conseiller et à les aider dans le développement de leurs produits. Et vous avez d'autres applications envisagées actuellement sur d'autres sujets Oui. Pour ceux qui nous suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, on accompagne une société française, toujours une start-up dans la réalisation de crampons techniques pour le rugby et le foot. Et donc, on a appris très récemment, juste après le déconfinement, que Cristiano Ronaldo portait les crampons de cette start-up pour laquelle nous développons les crampons plastiques. Voilà. Aujourd'hui, ils sont en aluminium. Donc, pour ceux qu'utilise Cristiano Ronaldo, demain, ils seront certainement en plastique. Voilà. Bon, donc vous contentez tout le monde, Ronaldo pour le foot et puis le rugby aussi, qui m'intéresse plus personnellement. Voilà. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à Daniel Scholl. Vous, votre truc, c'est plutôt la peinture, mais pas n'importe laquelle. Hein. Je crois qu'elle est signée. Je vous donne la parole. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Daniel Scholl. Je suis le fondateur de la société DS Color. En fait, notre usine est de fabriquer de la peinture industrielle pour les supports plastiques. Nous avons 2 usines de production en Allemagne, une en Belgique. Je pense qu'il y en a une en France qui va bientôt se mettre en route. Donc, notre particularité, et surtout pour parler de l'innovation, c'est la peinture signature cybernétique, qui était de trouver une solution pour endiguer la problématique des produits contrefaits. Donc, l'idée, c'était de leur donner, avec une application peinture, sécurité et infaçabilité. En gros, comment marche notre système? Donc, on a mis en place des nouvelles formulations, donc une gamme de peinture qui permet d'être appliquée sur toutes les chaînes industrielles classiques. C'était très important. Il n'était pas question d'amener des nouveaux produits et racheter du matériel pour nos applicateurs industriels. Et le système marche en fait assez simplement. Nous appliquons dans une première cabine de peinture une double couche interactive.
il y a un deuxième passage d'un laserisage, donc à savoir que nous sommes aussi spécialisés dans les peintures laserisables. Le passage du laser sert en fait à créer soit le logo ou le sigle du donneur d'ordre. Après ce laserisage, nous mettons un vernis de protection qui, lui, va dans les différents domaines, protéger la pièce des différents cahiers de charges. Ça veut dire, si on est dans l'automobile, on a un vernis spécifique. La cosmétique, c'est spécifique. Et puis, quand cette pièce est mise en peinture, d'où vient cette peinture signature cybernétique? C'est qu'elle va être, cette pièce va être détectée avec une lampe spectrophotométrique avec une longueur d'onde spécifique. Ça veut dire que avant de commencer ce projet, on avait quand même les demandes qui étaient faites dans les donneurs d'ordre, on va dire principalement de cosmétiques, qui nous ont demandé de faire une détection de pièces entre la vraie et la fausse à 3 mètres de distance. Et ces 3 mètres de distance, c'est tout simplement que cette lampe spéciale spectrocolorimétrique va servir aux douaniers d'ouvrir une palette et directement de l'humer avec cette lumière UV qui a 2 longueurs d'onde spécifiques et de repérer le vrai et le faux. Donc, ce système était d'abord demandé pour la cosmétique. Il y a eu du coup les demandes pour l'air spiritueux. Et maintenant, ça part un peu dans le domaine de la lunetterie jusqu'aux vêtements sportifs où là, en fait, on va appliquer ce processus sur les vêtements sportifs. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place. Et après avoir validé tout notre processus, nous sommes quand même intéressés de voir où en était la contrefaçon dans le monde. Là, on est resté un peu, je ne sais pas dire, ébahi en sachant qu'il y a quand même par année 320 milliards de fraudes de produits. Alors, si notre processus qui a reçu l'award aujourd'hui ne pourrait qu'endiguer 1 ou 10% sur ce chiffre, on aurait complètement réussi notre mission. Mais aujourd'hui, ça semble vraiment bien parti, quoi. Ok, écoutez, c'est super intéressant également. J'ai vu beaucoup d'applications dans le verre. Vous parlez de cosmétiques, évidemment. Quand on parle de traçabilité, on pense aussi à la pharmacie, qui est quand même tout ce qui est médicaments. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être faisable ou alors c'est un autre marché, c'est autre chose? Non, c'est un autre. C'est sa réalisation. Oui, c'est un autre marché. Disons que nous déjà on a assez à faire en fait parce que nous restons dans un processus d'application de peinture complètement classique. Donc toutes les chaînes qui sont robotiques ou spindle appliquent une base de peinture, elles reçoivent un laserisage pour un effet classique et puis une finition. Donc c'est principalement pour nous la cosmétique. Je peux vous dire c'est déjà très très vaste la cosmétique. En sachant qu'on nous a dit que dans les magasins officiels, ils avaient difficile à repérer des contrefaçons et des vrais. Donc l'idée, c'est pour envoyer des gens qui vont faire des contrôles et faire ces repérages-là, mais qui doivent être à une certaine distance. Donc ici, on parle quand même de 3 mètres. Et cette projection de lumière UV sur ce qu'on a mis avec nos peintures anti-falsification permettrait de détecter directement le faux et le vrai. D'accord. Si je remets une couche de peinture dessus, c'est mort, il n'y a plus de signature. Non. Ça veut dire que ça deviendrait quand même compliqué. Il faudrait refaire tout un process et là, on tomberait dans quelque chose d'assez cher. Je pense que notre système est quelque chose qui est très facile de mettre en œuvre et avec les demandes qu'on a en tout cas aujourd'hui, ça va se trouver quand même pas mal, mais ça va même pas pouvoir se voir parce qu'à l'œil nu, ni en photographie, ni sur un scanner, on peut voir notre résultat. Donc en fait, les personnes ne vont pas pouvoir détecter les fausses et les vrais. Donc, c'est vraiment avec cette projection UV qu'on va avoir la détection de notre innovation. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je passe la parole à Mathieu Valois. Lui, c'est un petit peu le monsieur propre de la séquence, si je puis dire, parce que vous voulez tout nettoyer de fond en comble. Je vous écoute. Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler nettoyage effectivement, et donc l'introduction qui était sur la page précédente, mais vous pouvez rester sur celle-ci, c'était de dire on va essayer de nettoyer l'aiguille qui se cache au milieu de la botte de foin. Donc, comme vous le disiez, on essaie vraiment d'aller au bout de tous les challenges qui s'offrent à nous en nettoyage. Et pour répondre à certains de ces challenges, on a décidé, donc c'est une réussite collaborative qui a
été salué par l'award que nous avons reçu et on en est très très fiers, on vous en remercie. Réussite collaborative avec la société LPW, donc au sein de Surface Alliance, rapidement, nous sommes 6 fabricants aujourd'hui pour couvrir et accompagner nos clients partout dans le monde avec des technologies complémentaires. Avec LPW, on était 4 à la création de Surface Alliance en 1999 et LPW et nous en faisions partie. Donc c'est un partenariat commercial de collaboration internationale d'un point de vue commercial avant tout qui existe. Ce qui est notre réussite collaborative aujourd'hui, elle est dans un projet vraiment de R&D qui est en cours avec nos bureaux d'études respectifs pour mettre le must de nos 2 savoir-faire en commun. L'idée de ce qu'on voyait sur la vidéo précédente, c'est la mécano-fast, c'est du nettoyage pièce à pièce que l'on fait dans ce type de machine en 30 secondes. Donc c'est le savoir-faire mécano, c'est vraiment le nettoyage pièce à pièce, et le CNP, c'est le procédé breveté de LPW qui permet de faire donc une technologie très très innovante de nucléation que je vais donc développer sur ce slide suivant. On a des technologies, alors on utilise, on est dans le monde du nettoyage avec des procédés lessiviels. Les procédés lessiviels, on a l'aspersion, l'immersion, l'ultrason, qui sont des procédés très très répandus. La nucléation, donc le CNP, va avoir en fait, on va créer une ébullition à plus basse température que la pression. En fait, quand l'eau bout à 100 degrés, pression atmosphérique, nous on va faire bouillir l'eau à 60, 65, 70 degrés, tout simplement en jouant sur le niveau de vide. On va tirer au vide, on va créer l'ébullition partout dans le système, on va créer l'ébullition, et quand la bulle va se créer, on va rehausser le niveau de pression pour casser cette ébullition. Donc, en fait, on va créer une cavitation, on va créer des bulles, on va créer une bulle de vapeur qu'on va faire imploser, la recréer, la réimploser, etc. Donc on a vraiment ce mouvement-là, et c'est très intéressant par rapport à tous les autres systèmes, que ce soit l'aspersion ou même l'ultrason, c'est qu'on va avoir une action partout dans la chambre et au cœur même des pièces. Donc on va pouvoir traiter des pièces en métal frité, on va pouvoir traiter des pièces, des tubes, etc. Et donc ces procédés-là, qui sont déjà en place et qui permettent du coup d'aller sur des nouveaux métiers, puisqu'on est historiquement plutôt sur les métiers de l'automobile, de l'aéronautique, aujourd'hui nous ouvrent complètement des attentes extrêmement poussées dans le domaine du médical, des semi-conducteurs, des défis technologiques de fabrication additive, où on a des structures très complexes à les nettoyer, dépoudrer à cœur. Et aujourd'hui, c'est des challenges qu'on relève, et qu'on relève même avec des niveaux de propreté qui font que là, on voit la salle blanche chez LPW qui nous permet en fait d'aller sur des niveaux de propreté vraiment extrêmement poussés. Et donc le challenge, par contre, c'est que cette technologie qui est sur des batchs avec des temps de cycle de 30 à 40 minutes, en fait, nous, on essaie de le convertir sur du pièce à pièce, et on est en train d'y arriver. Les prototypes sont en fonction en ce moment en France. Donc, on est en train de mettre au point les prototypes avant de lancer la fabrication série. Mais on va être sur des temps de cycle de l'ordre de 3 à 5 minutes, là où auparavant, on était sur 30 à 40 minutes. Et donc, on va pouvoir intégrer dans le flux de production, dans l'îlot robotisé, ou vraiment dans le flux sans rupture en fait, tout l'aspect continuité du flux, pièce à pièce, va pouvoir être combiné de cette façon. Voilà, si vous avez des questions. Écoutez, oui, je vous remercie, c'est intéressant. En fait, ça veut dire que les nouvelles technologies, comme la fabrication additive ou autre, ont poussé à de tels développements. Avant, on en avait peut-être moins besoin. C'est vrai que les formes particulières qu'on arrive à fabriquer aujourd'hui imposent ce nettoyage, c'est ça? Oui, Il y a un lien entre les deux. Complètement. En fait, toutes les évolutions technologiques et la fabrication additive, évidemment, fait partie. En fait, on voit dans tous les métiers, les technos sont de plus en plus exigeantes, nécessitent de plus en plus de précision, et en fait, le domaine du nettoyage est complètement impacté par ces évolutions technologiques. Écoutez, je vous remercie. On passe du monsieur propre à la gestion de l'eau, à l'économie de l'eau, avec Laurent Couillard, qui nous allez parler de consommation d'eau dans l'agroalimentaire. Exactement. Bonjour à tous, et merci beaucoup pour ce prix qui accompagne l'effort de toute l'équipe et de notre partenaire Elodis
pour atteindre des objectifs d'éco-efficacité dans les usines, et en particulier l'agroalimentaire. Un petit mot sur eNews. eNews, c'est une start-up créée il y a maintenant 5 ans qui s'attache à développer des services connectés qui répondent à ces challenges de l'éco-efficience dans les usines. En particulier, donc, cette application Pure Cleaning qui traite du nettoyage en place dans les usines agroalimentaires. Donc, le nettoyage en place dans les usines agroalimentaires, c'est la particularité de nettoyer l'ensemble des tuyauteries et des équipements de production sans avoir à démonter l'ensemble des installations, bien entendu. C'est des choses qui se font très fréquemment. Vous avez dans les entreprises de laiterie, par exemple, avec qui nous travaillons beaucoup, des nettoyages qui se font toutes les 24 heures, avec bien sûr l'objectif d'assurer la conformité sanitaire de l'ensemble des équipements. La particularité de l'application Pure Cleaning, c'est l'association entre eNews et Elodis pour capter la partie logicielle avec de l'apprentissage et la partie avancée sur des capteurs UV et infrarouge. Donc, si on regarde le traitement d'après, une phase de nettoyage, c'est une phase qui se passe en 5 étapes, du pré-rinçage, de la soude, d'un rinçage intermédiaire, de l'acide et un rinçage final. Et l'objet est d'optimiser l'ensemble de ces phases sur chacun des équipements qui sont créés dans l'entreprise. Pour information, on a un client en Roumanie qui fait 250 nettoyages par jour de ces équipements. Donc, on a massivement des données et on a des profils de nettoyage qui sont à corréler et à optimiser. Donc, l'application, elle a 2 particularités. Elle va regarder ces signaux et en particulier les signaux UV et infrarouges qui nous permettent de qualifier ce qui passe dans les tuyaux. Et puis, un algorithme qui va apprendre de l'ensemble des nettoyages qui ont été capitalisés et permettre d'identifier les zones bleues qu'on voit dans le graphe ici, qui seraient les zones de gain assez significatives sur chacune des phases, de manière à transformer la recette initiale en une recette beaucoup plus éco-responsable, avec des gains, notamment d'économie d'eau significatifs. Donc, si on passe après, on a à peu près, en moyenne, sur les installations de ligne, 3500 m3 d'eau économisés par an, en moyenne, sur chacune des lignes. Donc, une usine de production peut avoir plusieurs dizaines de lignes de production. Donc, vous voyez bien que l'économie d'eau engendrée est significative. Et on s'est amusé d'ailleurs à faire un petit calcul assez intéressant, c'est que si les sites laitiers français utilisaient Pure Cleaning sur chaque ligne de nettoyage qu'ils ont, on économiserait plus de 600 piscines olympiques en termes de volume d'eau équivalent, pour donner un peu un ordre de grandeur de l'économie d'échelle qu'on fait. Le sujet est d'autant plus d'actualité que les restrictions d'eau vont devenir de plus en plus fréquentes avec les nappes phréatiques qui s'assèchent sur des périodes comme on a en ce moment au printemps ou à l'été. Et aider les industriels dans cette quête d'éco-efficience est une vraie mission qu'on s'est donnée. Écoutez, je vous remercie. Vous avez beaucoup parlé d'économie d'eau. Quand on connaît les problématiques de nettoyage dans l'agroalimentaire avec les timings serrés, ils recherchent l'économie d'eau, ils recherchent surtout à gagner du temps. Alors, ils cherchent les deux. Il est évident que le ROI, le retour sur investissement de la solution, est beaucoup guidé par l'économie de temps qui est réalisée derrière, puisque automatiquement, c'est de la disponibilité à la production qui est importante. Mais le sujet d'économie d'eau et d'économie d'énergie qui est associé à ça, puisqu'il y a la partie création de vapeur et chaleur qui est importante dans le dispositif, sont des sujets de plus en plus importants qui remontent au-dessus de la pile pour prendre les décisions justement des solutions les plus efficaces pour atteindre ces objectifs. Et donc, effectivement, il y a du gain de temps, mais de plus en plus, les décisions se portent sur de la responsabilité, la partie RSE du schéma de décision qui devient un facteur déterminant. Et ça, c'est l'entreprise utilisatrice, qui a des installations agroalimentaires qui comment dire, fait ces choix-là, parce que souvent, on passe par une société, par un prestataire extérieur. Comment ça joue? C'est le choix du producteur lui-même qui va définir les raisons pour lesquelles il va vouloir optimiser ses nettoyages et qui va passer par nous pour venir faire ces installations à la fois des capteurs et du moteur d'intelligence qui permet de faire l'optimisation. Mais c'est un vrai choix de l'industriel, de la partie usine.
Écoutez, merci beaucoup. Nous terminons avec Paul Sigbo. On revient avec vous sur le logiciel. Hein. On a fait beaucoup de matériel et autres. On revient dans le logiciel avec un ERP de nouvelle génération. Ça va faire plaisir aux leaders des anciennes générations, mais on va voir ce qu'elle a de nouvelle, comme nouvelle génération. Je vous passe la parole. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour l'invitation. Très heureux d'avoir effectivement remporté ce prix. Alors, effectivement, alors, il arrive une nouvelle version, d'une nouvelle génération de ERP. C'est pas nous qui le disons. C'est Forrester et Gartner qui regardent le marché et qui voient arriver donc des nouvelles générations de ERP qui sont plus souples, plus intelligents, plus réactifs, plus adaptables. Et donc, on va voir émerger des acteurs sur ce domaine de l'ERP, des acteurs nouveaux, avec une architecture et une logique qui est beaucoup plus souple que ce qu'ont été les ERP tels qu'ils ont été conçus dans le passé. C'est-à-dire, dans le passé, les ERP étaient conçus sur un socle finance, et puis on a construit petit à petit des briques applicatives autour. Là, on a fait le cheminement inverse, c'est-à-dire qu'on est parti de la productivité, on a développé des solutions de productivité, on les a connectées entre elles, un peu comme un réseau neuronal, et c'est l'agrégation de ces briques de performance, de productivité qui gèrent la relation client, des achats, des ventes, des ressources humaines, de la paye. C'est l'agrégation de ces systèmes qui permet de produire l'ERP. Voilà, donc c'est comme ça que l'on a construit cette ERP. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle architecture no-code, ça veut dire que tout est paramétrable et donc ça veut dire qu'on va pouvoir produire un applicatif métier à forte complexité avec une logique et une architecture qui est entièrement paramétrable. Voilà, et donc ce no-code, les gens regardaient un peu bizarrement il y a encore 2-3 ans, aujourd'hui fait partie du cœur de la stratégie d'Amazon, de Google, de Microsoft. Et donc, on est parti, nous, sur cette architecture no-code. On développe depuis 11 ans, 12 ans, donc on a une grosse antériorité et on est au stade de RP en no-code. Voilà, donc, et ce no-code, ce que dit Gartner, c'est qu'en 2024, 65% des développements vont intervenir sur cette architecture no-code. On est au stade de RP, donc ça veut dire qu'on arrive à avoir une très belle couverture en termes de fonctionnalités, donc de SI client, de fonctions de ressources humaines et paye, de gestion de production, de gestion de maintenance, gestion des stocks, et donc finalement de couvrir tout le spectre finalement de fonctionnement de l'entreprise. Et évidemment, au-delà de ce spectre de fonctionnement d'entreprise, on va trouver ce qu'est l'ensemble des processus périphériques, donc la gestion documentaire, la gestion de process, la sécurité, la gestion qualité, la gestion de la chaîne fournisseur, tout ce qui est formation. Donc, on va trouver finalement, on va être en mesure de dématérialiser, de digitaliser les processus complémentaires, pas uniquement les processus cœur de métier qui sont ce que couvre en général l'ERP classique. Voilà, donc en ça, on va avoir un très gros apport fonctionnel auprès de nos clients dans cette capacité à dématérialiser, digitaliser la totalité des processus depuis la partie production jusqu'à leur relation avec leurs clients qui, sur un smartphone, peuvent voir l'état de ses produits, de ses livraisons, de ses factures et envoyer, discuter avec le service client directement sur son smartphone. Bah, écoutez, je vous remercie. Ça veut dire qu'une entreprise qui a déjà un ERP, comment elle fait? Il faut qu'elle il n'y a pas de transmission entre votre système et le leur, elle est obligée de mettre les deux en parallèle. Comment il fait? Non, on a bien deux schémas de fonctionnement, c'est-à-dire que soit l'entreprise a besoin d'un ERP, on peut amener la plateforme ERP complète, mais encore une fois, on l'a conçu selon un système neuronal avec des verticales, et donc ça veut dire qu'on va pouvoir compléter finalement les processus manquants, se branchant sur l'ERP et en alimentant des solutions de maintenance, des solutions de contrôle qualité, de production, de relations clients, avec une très forte intégrabilité à l'ERP existant. Donc ça veut dire que le système est vraiment conçu comme finalement permet de devenir le miroir ou la brique complémentaire digitale de l'ERP qui est en place, qui va permettre de dématérialiser tous les processus complémentaires. On peut citer des noms de clients ou c'est touchy? Non, du tout. On travaille pour des très grands clients. Nos systèmes sont utilisés par Renault, sont utilisés par EDF. On travaille avec un certain nombre de grands industriels, avec Eiffage, des applications très, très sensibles. On gère la maintenance de grands parcs d'attractions, on gère la maintenance d'infrastructures de TGV. Enfin voilà, on va intervenir sur des solutions extrêmement pointues, mais avec cette capacité à couvrir et aujourd'hui de plus en plus accompagner des PME finalement sur le champ complet de leurs besoins en matière de RP, donc depuis RH Pay jusqu'à production, vente, relations clients. Voilà, on va pouvoir alimenter une ERP sur le champ complet des processus d'entreprise. Bah, écoutez, je vous remercie. Je vois des questions qui arrivent sur le live. On repose la question, Jean-Patrick, je vais peut-être vous passer la parole en fait sur comment sont attribués les awards, les membres du jury, enfin clarifier parce que visiblement vous avez donné envie à plein de personnes d'avoir un trophée l'année prochaine.
ça va être encore plus dur. Quels sont les critères? Alors, les critères, avant tout, c'est l'innovation et c'est, je dirais aussi l'envie de la part de l'exposant de présenter son projet à l'extérieur. C'est-à-dire qu'au-delà, je pense que de toute façon, en général, un exposant qui réfléchit à lancer des nouveaux produits sur le marché, il connaît bien son marché. Donc, le fait d'arriver et de profiter du Global Industry Award, c'est le moyen aussi de pouvoir savoir comment se positionne exactement son produit sur le marché et par rapport à des experts qui ont une vision vraiment globale aujourd'hui de l'innovation sur le secteur. Donc, le pré-jury est d'abord constitué de journalistes de la presse professionnelle. Alors, c'est un jury anonyme parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'influence par rapport aux produits présentés. Donc, les journalistes de la presse professionnelle ont l'avantage en fait de recevoir à travers des communiqués de presse ou des présentations l'ensemble des innovations ou des nouveautés de l'année. Donc, ils sont tout à fait compétents et capables déjà de faire un pré-tri et de pouvoir sélectionner les produits qui semblent le plus intéressants. Ensuite, dans un deuxième temps, à la fois sur la présentation, la proposition des exposants de se dire, ben voilà, on se positionne dans solutions responsables, dans performance productive ou dans nouvelles technologies. Le pré-jury va dire, ben non, on va peut-être plutôt orienter cette présentation dans ce secteur-là, dans cette catégorie-là, parce que les arguments développés ou mis en avant correspondent mieux à la catégorie choisie. Et dans ce dernière étape qui est la plus importante, c'est sur ces présentations à l'oral. Donc, on a eu la chance, puisque le jury a eu lieu le 10 mars, donc juste avant le confinement, que l'ensemble des gens et des candidats au pré-jury, puisqu'en fait, on a 24 candidats sur l'ensemble des catégories et donc 8 lauréats. Donc, vous voyez, il y a un rapport de 1 sur 3, viennent défendre devant une assemblée composée 50-50 entre des journalistes de la presse professionnelle, mais également des décideurs. Donc, on a décideurs de chez Renault, de chez PSA, de chez EDF, de chez Air France, des gens qui sont vraiment au courant de l'innovation à l'intérieur de leur entreprise et qui sont tout à fait compétents de savoir si les produits présentés auraient une raison d'être à l'intérieur de leur entreprise. Donc, les échanges sont très riches. Je pense que les lauréats peuvent en témoigner. C'est que au-delà juste du fait de gagner ou de présenter sa nouveauté, ça peut aussi être un moyen de réfléchir encore plus à la façon de défendre son produit après sur le salon Global Industry devant les visiteurs. Ok, bah écoutez, je vous remercie beaucoup. En tout cas, des nouveautés comme ça, on aimerait en avoir encore plus souvent. Merci pour tout. D'ores et déjà, nos futurs rendez-vous. Suite au succès de cette première édition des Digitales, nous sommes tous dans les starting blocks pour préparer une nouvelle version, vous vous en doutez. Mais il ne faut pas oublier non plus la version physique avec le prochain Global Industry qui se tiendra du 16 au 19 mars 2021 à Lyon, sans Covid cette fois-ci. Enfin, c'est tout ce que je souhaite à tout le monde. Avant de conclure, je voulais, au nom du groupe G11, remercier toutes les équipes qui ont monté ce Global Industry Connect. Merci Sébastien pour sa confiance à tous. Merci aux animateurs, aux techniciens. Au final, ce sont plus de 2000 slides qui vous ont été affichés, des milliers de visites, des centaines de demandes de rendez-vous. Alors, merci à toutes, merci à tous, au revoir et bonnes vacances.